Chers amis auditeurs, bonsoir. Benoît Duchâtelet. Je suis encore un petit peu orphelin parce que mon patron d'émission, Benoît Aguelon, est sur le terrain dans des aventures municipales, pré-municipales. Je vous laisse imaginer les bonnes ambiances. Donc, j'ai le plaisir de prendre sa place, tel un Is No Good. Et me voilà en mesure d'accueillir pour vous ce soir, dans le Libre Journal des Artisans, un électron forcément libre, peut-être avec des références cinématographiques de haute volée. Le Père Noël est une ordure, je dirais qu'il ne rentre dans aucune case, un peu comme Zézette et Pouzix. Donc j'ai du mal avec ce troublion à savoir où le mettre. Si on a envie de résumer, il dirait volontiers journaliste aventurier. Mais comme il a créé, vécu, fait des choses absolument improbables, ça ne rentre dans aucune case et nous allons pour autant, tel un calendrier de l'Avent, ouvrir toutes les cases dans lesquelles on peut le trouver. J'ai le plaisir de vous présenter Igor Bietri, qui n'est pas à mes côtés, mais qui a eu la gentillesse de faire valoir sa Charente inférieure et de nous recevoir à domicile. Bonsoir Igor. Bonsoir à tous. Donc Igor, qui a quitté le salon Rétromobile où qui est à Paris et qui présente les véhicules anciens, entre autres, est retrouvé après une belle route rassurante qui le ramenait chez lui. Nous lui sommes tombés sur le poil en disant attention, il est important de pouvoir faire valoir ton témoignage. Mais lui, d'habitude, tend le micro aux autres. C'est un artisan de la parole. Et il va, si tu le veux bien, parce que d'habitude, nous vous voyons nos invités, mais malheureusement, ce Lascar-là, on se connaît depuis quelque temps et ça sera difficile. Donc, j'ai à cœur de lui rendre la parole, alors que d'habitude, c'est lui qui l'offre aux autres, pour te demander, cher Igor, si tu veux bien revenir sur ton histoire, parce que une vie se comprend plus facilement lorsqu'on la regarde dans son entièreté. Donc, je ne parlerai pas de la fin de ta vie, mais bien du début de ta vie. Et si tu veux J'espère bien... que j'espère qu'aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle vie après être, passé sur Radio Courtoisie, donc ça n'est que le début pour Ah, mais moi. grand Dieu, c'est vrai que c'est la première fois. Eh oui! Donc voilà, oh, je suis tellement ému alors de te permettre une nouvelle expérience, toi qui en attends. Donc, chers amis auditeurs, Igor Bietri, qui es-tu? Alors je suis un journaliste, de base, au départ, hein, ne l'oublions pas et effectivement, j'ai la grande joie et la grande chance, d'animer un certain nombre de manifestations automobiles à travers la France, durant, toute l'année, une vingtaine à peu près et c'est vrai que je continue, depuis, maintenant un certain temps, voire un temps certain, à faire le journalisme puisque j'ai eu la chance de commencer, ce beau métier à l'âge de 17 ans et de me passionner pour le monde de l'automobile ancienne, ce qui, m'a permis de commencer, une carrière qui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas achevée. Alors, oui, jusqu'à preuve du contraire. Au moment, il y a un petit enchaînement de phrases qui me perturbe. 17 ans, automobile. Alors, pour certains, la majorité était à 21 ans, mais le permis de conduire me semblait pas être à 17 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Loin s'en faut et en fait, j'ai une maman qui a été absolument merveilleuse puisque le jour où, je lui ai dit: «Voilà, je suis, en stage, sur, rue de Lille, 7 rue de Lille». Les passionnés d'automobile, se souviendront de cette magnifique adresse qui était en fait le siège social d'Échappement, Auto Hebdo et Autopassion pour lequel j'étais stagiaire et le jeune stagiaire de 17 ans donc, a eu la chance qu'un un des rédacteurs en chef, absent, ait laissé une accréditation sur son bureau pour les 48 heures de Troyes, c'était la première édition et donc j'ai vu cette accréditation, je me suis précipité dans les bureaux, pour aller voir le directeur de la rédaction, monsieur Pagani, qui m'a dit, «Beh, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça?» Bah, écoutez, voilà, il y a cette accréditation, les autres sont où? Bah, je crois qu'ils sont partis en week-end et bah, tu qu'à y aller et le «ben, tu qu'à y aller» était le début de ma carrière de journaliste et donc: «Maman, au secours, est-ce que tu peux m'emmener à Troyes?» On habitait à Évry et maman, merveilleuse maman bien sûr, a emmené son fils jusqu'à Troyes pour qu'il fasse son premier reportage et c'est donc pour ça que je peux me vanter d'être journaliste automobile depuis l'âge de 17 ans. Ah, mais effectivement, et sans avoir eu à jouer les Arsène Lupin, la question n'était pas de dérober l'accréditation, mais bien de pousser les portes et de poser la question ouvertement. Ah oui, oui, tout à fait, il n'était pas question qu'évidemment je fasse ça, sous le Autrement. manteau. Bah, ouais, ça l'histoire aurait pas été aussi belle parce qu'en fait, il y avait un espèce de «allez, vas-y, fonce», et Exactement, sur et ça, c'est magnifique parce que c'est le ouais, sésame
Du lancement de et carrière d'un gamin, motivé. voilà, et c'est toujours une histoire de transmission, et c'est vrai que le fait qu'on passe le bâton comme ça, le témoin, même dans on n'a pas besoin d'être sur une piste d'athlétisme, ça peut aussi être vraiment, vecteur de jolies choses. Donc c'est pour ça que je tenais à vous le dire. C'est vrai que c'est sympa. Mais c'est très important parce que le principe aussi du livre journal des artisans, c'est de mettre en lumière des parcours, des histoires. On a eu l'occasion, il y a peu de temps, d'avoir, quelqu'un dans le monde de l'Armagnac. Donc, moi déjà passer d'un univers à l'autre, c'est délicat, les 2 ne vont pas ensemble. Mais alors quel plaisir d'entendre le fait que pour certains, où tout le monde leur disait de ne pas faire, c'était pas possible, ils ont poussé les portes, ils ont osé, ils ont réussi et c'est ce genre d'aventure et de courage, qui c'est toujours passionnant parce que, voilà, on vit à la travers, nos invités et on se rend compte des opportunités qui existent et qu'il faut aller chercher et être capable à 17 ans de se dire: «C'est ce que j'aime, je monte, je pose la question». Il faut avoir ce courage-là et il faut avoir en face effectivement, être celui qui a le panache de dire: «Mais bien sûr mon gars, en avant». Ouais, c'est tout à fait vrai. Bon, alors c'est vrai qu'ils prenaient pas grand risque, parce que, à la limite, personne n'avait prévu d'y aller. Donc, moi je suis revenu avec un cahier de notes, hein. J'avais, juste pour quelques signes, j'avais pris évidemment beaucoup de précautions, mais j'avais fait une jolie photo et j'avais eu la chance d'avoir un quart de page. J'étais très fier de cette photo et d'ailleurs c'est très marrant parce qu'elle est complètement imprimée, et je m'en rappelle, comme si c'était hier. Le fait de voir sa première photo et son premier texte imprimé dans un magazine, pour un journaliste, en tout cas tous ceux qui m'entendent savent exactement de quoi je parle, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et de figer du coup, dans la mémoire. Absolument. Et ce qui est Heu, rigolo, c'est que cette, 1 pige, qui m'a été rémunérée, hein, et bien m'a permis d'acheter ma première machine à écrire. Donc, il y avait vraiment carrément un investissement, sur l'avenir avec j'avais acheté une machine à écrire qui a très vite été obsolète malheureusement parce que les ordinateurs se sont précipités, sur mon bureau. Mais mais pour est-ce le qu'elle coup, existe derrière toi cette machine? Est-ce qu'elle a été conservée comme oh symbole? non, c'était à l'époque, c'était Canon qui sortait des machines avec du papier, thermique. Alors, c'était une vraie vacherie parce qu'en fait, tu écrivais ton papier et si tu avais le malheur de le laisser pendant 1 ou 2 mois, en archive, en fait, le papier, thermique, effaçait tout ce que tu avais écrit. Donc ça a été un vrai, vrai problème je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui se sont après passés de cette machine. Mais c'était les premières machines, électroniques et j'étais très fier d'avoir pu m'offrir cette machine. Alors je pense qu'après tu auras d'autres anecdotes sur les fausses bonnes idées aussi dans le monde de l'automobile avec des initiatives qui ont été prises et qui ont pas forcément trouvé un bon avenir, mais qui ont fait grandir l'industrie et qui, effectivement chaque nouvelle innovation, amène la suivante et c'est l'ensemble qui est passionnant. 3 jours sur place quand même donc à 17 ans? Oui, Donc là aussi, c'est pas, je prends un carnet sous le bras et je vais faire ma pige, et prendre 3 notes. C'est non, 3 jours sur non, place à tenir et ouais, à faire je son sais trou. pas. Non, je sais pas si à l'époque il y avait 3 jours en fait, parce que depuis très longtemps, les 48 heures c'était 3 jours, mais il me semble que moi j'avais juste, été au concours d'élégance le dimanche qui était vraiment le point Le fort point de la d'orgue. manif à l'époque. Je crois même que je crois même que c'était la première édition, hein, en fait, des 48 heures de Troyes. Donc, je crois qu'il y avait qu'une journée ou alors une journée de rassemblement, mais le point d'orgue et c'est là où j'étais, c'était le concours d'élégance, de l'après-midi. Alors me demande pas exactement où ça se passait, je souvenir d'un boulevard, j'ai plus trop de souvenirs et Alors t on parlait des Canadiens tout à l'heure, des Québécois, donc tu tombes en amour, de cet univers dès le début? oui, 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 alors, moi les voitures je les aimais déjà évidemment, hein, puisque, l'idée est que, si j'avais demandé à faire un stage, à l'Autopassion, c'est parce que j'étais déjà, piqué, par le virus de l'automobile, mais le virus de l'automobile c'est en fait déjà une seconde histoire puisque moi ma première histoire c'est l'aviation ancienne. J'ai eu la chance, la grande chance là encore, d'avoir des parents qui, n'aimant pas la voiture, c'est ça qui est drôle, n'hésitaient pas à se déplacer pour ramener leur fils, et pour pouvoir, lui permettre d'avoir toutes les activités, auxquelles il aspirait et là en l'occurrence, ils m'amenaient sur le terrain de La Ferté-Alais, Cerny-La Ferté-Alais,
où le plateau de Cerny accueillait, enfin il accueille toujours d'ailleurs la collection de Jean Salis, les fameux vieux avions du meeting de la Ferté qui sont connus en région parisienne depuis très longtemps par beaucoup de gens. Alors pour faire un tout petit parallèle avec notre sujet quand même, tu parles de l'importance des parents qui à ce moment-là, s'impliquent et t'accompagnent et passent du temps avec toi alors qu'ils n'aiment pas conduire. Tes parents, étaient eux-mêmes, artisans et mettaient la main dans la fabrication, chacun à leur registre. Quels étaient leurs univers? Voilà, absolument, mon père était prothésiste dentaire, et ma mère était opticienne et donc ma mère avait un commerce, mon père était juste, dans le sous-sol et montait ses couronnes et ses bridges, sous le magasin et donc c'est vrai qu'ils essayaient toujours de se débrouiller pour me trouver un temps, qui leur permettait de faire, 40 kilomètres parce il y avait 20 kilomètres pour y aller, 20 kilomètres pour revenir, hein, pour eux quand même et nous donnait, enfin me donnait la possibilité de pouvoir, aller vivre des choses, assez incroyables et le truc c'est que j'ai commencé à aller, sur, ce magnifique enfin dans ce magnifique endroit, j'avais quoi 12 13 ans. 12-13 ans et Alors puis ça, c'est pas une transmission, c'est vraiment la passion du fiston oui, absolument, et absolument, parce que mon père a même plutôt horreur de l'automobile, jamais aimé ça. Ma mère, conduisait uniquement par utilité, donc j'avais personne autour de moi féru. heu, qui était féru par l'automobile, mais et l'automobile et l'aviation, a fortiori et pour le coup, c'est vraiment, j'ai auto-généré ces passions. Et c'est pour ça que je j'insiste parce que justement, tout n'est pas toujours une histoire de transmission et voilà, on peut tomber dans le bain et découvrir et s'émerveiller soi-même, et donc il faut pas hésiter même quand on a un univers où il y a une appétence, à l'artisanat et à la création au quotidien et passer du temps avec ses clients, pour ses clients. Pour autant, voilà, on peut avoir le spectre qui s'ouvre et avoir un univers qui personnel. Pour autant, à 17 ans, c'est ce qu'on disait, premier portage dans un univers automobile, sans pour autant, avoir le plaisir de la conduite soi-même. Comme beaucoup d'hommes, le service militaire sert souvent, à découvrir la vie en communauté et de passer un certain nombre de permis. Il y a une petite anecdote, cocasse sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne, cher Igor. Oui, en préparant l'émission, je t'ai fait un aveu, en fait, comme un garçon sur 10, je suis daltonien et le problème, c'est que je suis allé faire mon service, donc là, pour le coup, j'avais obtenu mon permis. Je l'avais obtenu évidemment très vite. Je crois que, je suis de janvier, je crois que, je l'ai eu en juin, hein, donc j'ai pas perdu de temps. Hem Et mes parents ont tout de suite, là aussi, œuvré en étant avec une certaine inquiétude, en fait et m'ont inscrit à une école de pilotage pour que je puisse, apprendre à conduire. Alors avoir le permis, c'est une chose, mais apprendre à conduire, c'est malgré tout quelque chose d'assez différent et donc pour le coup, m'avait envoyé, dans cette école de pilotage et donc et les choses étaient ensuite différentes et curieusement, mon service militaire a été un peu spécial parce que comme j'étais, déjà journaliste, je n'avais qu'une idée, c'était, déjà au départ de pas trop faire l'armée parce que j'avais trop de choses à faire. J'étais très occupé moi monsieur et en fait, j'ai été reçu par, un colonel charmant qui, m'a accueilli au CIRPA, donc le service, d'information des armées Normalement, et plutôt une terre de prédilection pour des journalistes, oui. voilà, c'était l'idée, c'était, au moins autant que je fasse quelque chose qui était dans mon rayon d'action et il se trouve que malheureusement pour moi, il avait entre guillemets «embauché», un appelé, 2 mois avant et du coup, il y avait encore, 10 mois à attendre pour pouvoir prendre sa place, donc ce qui était pour moi difficile et je crois, je me rappelle malheureusement plus de son nom mais j'aurais adoré qu'il me dise vraiment. Je crois qu'il m'a pistonné en fait, puisqu'il m'a envoyé, faire mon régiment au 121e régiment du train à Montlhéry, Ah! fier de l'automobile s'il en est Quel clin et d'œil! et voilà et c'était assez drôle et ce qui était encore plus drôle, c'est que pendant que je faisais mes classes et que j'étais, à dans les trous avec un casque lourd, et un masque 56, j'étais sur le bord de la piste du circuit routier, du circuit de Montlhéry et il m'est arrivé de voir très régulièrement mes collègues
d'échappement et d'auto-hebdo, moi, planqué avec mon fusil, avec le casque lourd et cetera dans les trous pour surtout qu'ils me reconnaissent pas, qu'ils se moquent pas de moi, alors qu'eux étaient en train d'essayer les voitures sur le circuit routier. Circuit routier d'ailleurs qui descend, sur la côte Lapisse jusqu'au régiment, du 121e régiment aujourd'hui. Donc sur le papier, c'est ce que certains appelaient à l'époque RPCM, donc le régiment près de chez maman. Et là, l'avantage, c'est que, quitte à avoir raté le CIRPA, d'avoir trouvé une solution qui était à portée de main. Donc, merci mon colonel, l'efficacité du choix géographique, et cette blague merveilleuse de pouvoir être aux abords des pistes et de mélanger encore les deux univers. Alors, en fait, je me rends compte que on a oublié les détails parce que je vous ai parlé du fait d'être daltonien. Et là, Or, j'allais revenir sur le permis, oui. eh oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que j'avais le permis, j'avais fait une école de pilotage, j'avais le permis moto aussi, le permis gros cube moto et À 17 ans. non, 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 bien après, Ah, là, voilà, là, aux abords du service militaire. bon, d'abord du service militaire, donc j'avais quasiment tous les permis et en fait, pendant les 3 jours, ils ont découvert ce que je savais déjà, ma mère était opticienne, donc ça faisait très longtemps que je le savais, et bien que j'étais daltonien et les militaires ont enfin à l'époque avaient un système extrêmement efficace pour les daltoniens qui est une plonge dans une pièce qui est totalement noire et vous envoie un signal lumineux de couleur. Et ça, il y a aucun daltonien qui peut y échapper. Si vous êtes daltonien, vous êtes incapable de savoir si elle est verte, rouge, orange, jaune ou bleue. Ça vous perd. Et donc, du coup, je me suis retrouvé C4. Je ne pouvais pas avoir de permis dans l'armée. Et donc, je n'ai pas pu conduire la moindre Jeep, le moindre C15, la moindre Cagiva moto. Voilà, j'étais. Alors pour rappeler cette particularité, le 121e régiment du train offrait cette possibilité donc au Piu-Piu, qui était évidemment de pouvoir passer, et de s'entraîner sur, ce que pouvait offrir l'armée à ce moment-là, en moto, en voiture, en camion. Et j'en profite pour dire, du coup, que le 121e régiment du train était enfin, globalement, les régiments du train, les tringlos, comme on dit, avaient cette particularité d'offrir à des jeunes gens qui étaient un peu, on va dire, désœuvrés, de pouvoir repartir avec des permis qui leur permettaient d'avoir une voie royale derrière pour pouvoir rentrer dans la vie civile, pour le coup, et surtout la vie professionnelle. Et ça, évidemment, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Alors, pour moi, ça ne me concernait pas, mais en l'occurrence, on m'a très vite confié quelques jeunes appelés et pour un peu l'incorporation, on va dire. Et beaucoup d'entre eux ont été, entre guillemets, «sauvés», non seulement parce que c'était soit l'armée, soit la prison, parce qu'ils avaient fait quelques larcins, délits, etc. Donc déjà, ça leur évitait la casse-prison et en plus, ils repartaient de l'armée. On leur avait un peu expliqué la vie évidemment, quelques bribes d'éducation si l'on peut dire et ils repartaient avec des permis, ce qui était vraiment quelque chose d'assez formidable. Ah bah, c'était le principe même de cette vie, transversale, permise par le service militaire et effectivement le potentiel qui était offert à ces jeunes en sortant d'avoir eu un cadre, une formation et un espoir. Formidable. Bon, évidemment, il y a ceux qui parlent des tours de cours pour cramer le gasoil et ceux qui ont eu, l'intelligence d'en tirer, une expérience évidemment un peu plus enrichissante. Donc sorti de ce moment où on se cache de ses amis qui sont sur le bord des pistes, il est temps, d'affronter maintenant une vie professionnelle et d'être soi-même sur le bord des pistes et c'est la vie de l'auto qui lance l'aventure? Effectivement, j'étais donc, déjà, avant de partir à l'armée, hein, parce que, donc, Précoce le 17 ans. Igor. Ouais, non, 17 ans, après, des études un peu quand même, un BTS et cetera et puis, hem, le l'histoire, c'est qu'il a fallu, à un moment, se poser la question. C'est-à-dire que moi, à l'armée, j'étais chargé de la promotion sociale et la reconversion. C'est-à-dire que je faisais la NPE de l'armée, je cherchais du boulot pour les appeler, même pour les engager qui étaient en fin de contrat et à je sais pas 2-3 mois de la fin de mon service militaire, pour le coup, moi, j'avais rien, j'avais pas d'embauche, dans la presse. C'est d'ailleurs ce qui m'avait, inquiété et à juste titre pour le coup, quand il avait fallu faire l'armée et coup de chance, mon épouse, qui était déjà, entrée, elle, à la vie de l'auto, on lui a posé la question de dire: «Mais après son service, Igor, qu'est-ce qu'il fait?» «Bah, on sait pas trop»,
Eh ben, écoute, ça tombe bien parce que là, on va lancer un magazine qui s'appelle Rétroviseur. On a besoin de renforcer la vie de l'auto, l'équipe de la vie de l'auto. Donc, il va vite cumuler ses permes pour pouvoir sortir le plus vite possible et ensuite, on l'embauche. Et c'est ce qui s'est passé et du coup, ça a été assez étonnant parce que le vendredi soir, en toute fin de service, puisqu'à l'époque c'était encore 12 mois, j'ai rendu mon sac de paquetage. Le lendemain, heu, je partais en reportage parce que j'étais pile poil sur le créneau, donc je suis parti dans les Alpes pour, couvrir le neige et glace et j'intégrais mon bureau, le lundi matin pour une quinzaine d'années de service, de bons et loyaux services, du côté de LVA à Fontainebleau. Alors, tu présentes la suite comme étant, tout à fait, évidente, 15 années tranquille, mais celui qui a pris la décision peu de temps avant sous couvert de, «Oh, j'ai eu de la chance», mais tu as parlé de ta femme aussi à ce moment-là? Oui, alors ce Donc qui est assez parce rigolo, que c'est que tout le monde, je précise, tout le monde n'est pas déjà marié, avec déjà tous les permis, avec déjà un service militaire qu'on réduit oui, au c'est vrai. maximum parce que le marché du travail l'attend. C'est pas de la chance, Mmh. Alors on provoque tout ça, oui, c'est bien. oui, c'est rigolo parce que, mon épouse, je dis toujours que je suis tombé en amour, à l'âge de, 14-15 ans et je suis toujours dans le même amour. Donc tout va bien et le problème, c'est que j'ai été très vite marié parce que ma belle-mère m'a dit que si jamais je disais non, elle était capable de me crever un œil. Donc du coup, il a fallu se préserver et j'ai donc dit oui à mon épouse et oui, j'ai bien fait puisque elle est à côté là-bas et si elle entend, elle doit bien se marrer. Alors Donc voilà. effectivement, c'est la moindre des choses pour un fils d'opticienne de prendre soin de ses yeux et de répondre Ah, en anticipant une soumission à la belle-mère. c'est ça. Voilà un mode d'emploi qui me semble intéressant pour préserver ses vieux jours. Mais voilà, je voulais soulever parce que c'est un enchaînement quand même qui est pas forcément, classique. Hem alors, tu disais ensuite que la vie de l'auto avait démarré. Alors là, on passe par les étapes habituelles de la vie d'un magazine et d'un journaliste qui démarre? Oui, alors ce qui est assez, formidable, c'est qu'évidemment, quand, on démarre la vie de l'auto, pour les gens qui connaissent pas ce magazine est donc un hebdomadaire qui est vraiment spécialisé dans la voiture ancienne et qui est une référence, qui était vraiment une référence, au sens où, tous les collectionneurs, considéraient d'ailleurs le magazine comme une bible. Ils le disaient souvent, ils utilisaient ce terme-là. La vie de l'auto, c'était la bible, et pour le coup, jeune journaliste ou pas, quand on arrivait sur un événement en étant accrédité, par, le journal La vie de l'auto, on était vraiment accueillis comme un être extrêmement, formidable, parce qu'effectivement il fallait, c'est pas il fallait, mais, c'était extrêmement chouette de pouvoir, se retrouver avec notamment, sa voiture en une du journal et ça faisait plaisir Le et ça Graal. flattait, voilà, ça flattait beaucoup d'ego. Ce qui d'ailleurs a été pour moi une chance, assez formidable parce que j'ai très vite vu que des messieurs qui étaient très riches a été très sensible au fait qu'on les flatte et le fait de les retrouver, enfin de retrouver leurs autos, dans le magazine était pour eux quelque chose d'essentiel. Donc j'ai eu la chance grâce à ça de ne jamais tomber, sur le comment dirais-je? De jamais tomber dans les travers, de la flagornerie et je sais que ça a toujours été très drôle parce qu'aujourd'hui, je dis toujours d'ailleurs que, toutes les voitures, aussi précieuses et chères soient-elles, restent des jouets, des gros jouets, mais des jouets quand même, surtout les voitures anciennes qui de base sont obsolètes. Donc, on est juste là pour rigoler et il faut rigoler avec ces voitures. Alors, on en revient aussi à une autre signature, d'Igor, c'est-à-dire ne jamais se prendre au sérieux, Non, et éviter. et c'est ce qui assure une longévité, idéale. Donc aimer ses jouets et savoir les remettre à leur place, mais obsolètes, on en reparlera tout à l'heure, tu es capable quand même de les rendre non obsolètes, certaines anciennes? Oui, bien sûr, l'idée quand je dis, obsolètes, c'est-à-dire qu'elles sont, c'est des autos qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont plus lieu d'être utilisés. C'est comme si, bah, justement, je continuais à utiliser, ma machine à écrire électronique dont le papier, se passe, au fur du temps. Ça n'a plus aucun sens avec l'ordinateur, avec, et cetera, et cetera. Ça, bah, alors c'est la machine, OK, comme une Remington, quoi, ça n'a pas de sens. C'est un bel objet, on peut jouer avec, mais en aucun cas l'utiliser de façon raisonnable et sérieuse, c'est la même chose que pour une voiture ancienne, donc
encore une fois, je considère que tout ce qui est, hem, de l'ordre de la mécanique ancienne, avion, bateau, moto, ou tracteur, restent aujourd'hui, des objets totalement obsolètes mais qui nous font beaucoup rire. Et la passion est là. Donc le journaliste qui démarre la vie de l'auto, qui se rend compte que c'est, effectivement, l'endroit et le graal pour un certain nombre de passionnés, c'est merveilleux effectivement de pouvoir être là. On parlait d'ego tout à l'heure ou de propriétaires qui étaient bien heureux. Je rappelle qu'évidemment, il y avait une absence totale de réseaux sociaux, donc comme les principes humains sont les mêmes, l'endroit où il fallait être vu, bah, c'était pouvoir, avoir la couverture d'LVA, de la vie de l'auto. Et ensuite, le service communication, une évolution, qui se fait, en combien de temps? Parce que, tout ça, c'est pour finir Alors rédacteur en chef, donc c'est pas rien. alors en fait, si voilà, donc je j'ai la chance, qu'à un moment, on me prête quelques talents et du coup, on me propose de devenir l'adjoint du rédacteur en chef. Pardon, hein, je te coupe, on aura entendu à nouveau à quel point, comme par hasard, tu as eu de la chance. Ça me fait toujours sourire parce que c'est une chance qu'on mérite et qu'on va chercher, voilà, donc on En tout cas, quoi qu'il en soit, donc j'ai la possibilité de devenir donc l'adjoint du rédacteur en chef, donc devenir moi-même rédacteur en chef adjoint, c'est la dénomination. Et je fais ça pendant 3-4 ans. Alors, j'ai pas trop la mémoire des chiffres en fait, mais c'est de cet ordre-là. Et il se trouve que c'est un poste qui est assez sympa, mais assez ingrat, parce qu'en fait, on relie beaucoup les autres. On sort de moins en moins. Les 35 heures sont passées par là et c'est extrêmement compliqué de pouvoir aller bosser sur des reportages le week-end et de continuer à travailler la semaine parce qu'on n'a plus le droit. Il faut rattraper les heures, etc. etc. Enfin, il y a tout un truc très compliqué. non, mais il faut Et insister, c'est-à-dire que, ça l'était, ça l'est devenu encore plus avec les modifications, ah ben, législatives, hein. ouais, absolument. Et à partir de ce moment-là, et ben, je commence joyeusement à m'emmerder. Et comme je suis pas un garçon à rester dans les mêmes, dans les cases qui sont, pas drôles, Et puis on n'a je pas vais encore voir parlé du mot hyperactif, mais on peut le glisser comme ça, hein. oh, peut-être pas. Mais en tout cas, je vais donc, voir mon patron en lui disant: «Voilà, le service communication n'existe pas, vous avez, des événements», ça le groupe de presse LVA, c'est les motos avec les coupes, Moto Légende, des titres, qui sont la vie de la moto, Moto Légende justement, un salon, qui se passait au, parc, Floral à Paris, à Vincennes, donc c'est le moto salon, ça s'appelait. Le Grand Prix de l'Âge d'Or, qui est un énorme événement de voitures anciennes qui, se déroulait sur le circuit de Montlhéry. Bref, il y avait quand même pas mal d'événements et puis tous ces titres, hein, qu'il fallait, promouvoir, pour pouvoir, continuer à les vendre le plus possible. Donc je suis allé voir mon patron, je lui ai proposé de créer ce service et après quelques hésitations, on a réussi à avoir gain de cause et je me suis retrouvé, responsable technique des grands prix de l'Âge d'Or et aussi commissaire général de Moto Salon, donc au parc floral de Paris-Vincennes. Et donc ce cumul de fonctions qui est venu au bout de combien de temps? Je sais pas, au bout d'une quinzaine d'années, je Donc c'est un retour enfin c'est reprendre goût au terrain? oui, alors l'idée c'est qu'effectivement, moi il fallait absolument que je bouge. Hem et en l'occurrence, c'était exactement ce qui s'est passé et c'est grâce aux événements, effectivement, je pouvais enfin sortir de mon bureau et enfin aller sur le terrain. Donc en 2000, novembre 2002, on veut fêter le centenaire, qui est en 2003, d'Harley-Davidson et lors de l'occasion d'une réunion de rédaction, de direction même, on me dit: «Bon voilà, c'est quoi le plan?» Et je dis: «Bah, si on réfléchit bien, Harley-Davidson en France, qui peut représenter Harley-Davidson, qui est ouais, celui qui symbolise le plus Harley-Davidson en France?» Et j'ai dit: «Johnny Hallyday». Et donc voilà, bah, tu vois, tu ris et donc tout le monde a ri, Évidemment, heu, sauf le l'audace. patron sauf le patron qui m'a dit: «Écoute Igor, on est en train de travailler, donc si tu pouvais être un peu sérieux, ça nous arrangerait». Donc mon patron n'a pas pris ça bien du tout, et voilà et assez, assez cocasse. Mon ancien rédacteur en chef, qui était aussi directeur des rédactions, m'a dit: «Écoute Igor, ça va 5 minutes, puis en plus si tu y arrives, je suis prêt à t'embrasser sur la bouche».
Donc C'est peut-être c'est pas pour ça vous qui dire te que motivait? ouais, ouais, c'est pour vous dire que ça rigolait pas et que c'était vraiment histoire de dire que j'avais vraiment, autre chose à faire que de perdre mon temps à sortir des boutades, en codir. Et puis, j'ai quand même tenté le coup. C'est-à-dire que j'ai réussi, je me rappelle plus exactement comment j'y suis parvenu, mais enfin j'ai réussi à trouver l'adresse de son bureau à Paris, à Johnny Hallyday. Et je suis donc, parti pour lui écrire une jolie lettre. À l'époque, on écrivait à la main encore, quand on voulait, à s'adresser à des personnes qu'on considérait comme importantes, et donc je lui ai écrit un courrier à la main. Et Donc c'était pas par réseau, c'était vraiment: «Je le sens, je veux prendre contact avec lui, je le fais à l'ancienne». absolument, j'avais strictement aucun contact, aucun, oui, il y a personne pour pouvoir m'aider dans cette démarche-là. J'y suis allé vraiment, à fond la caisse et au culot. Et le temps se passe, alors j'ai dû faire ça, je sais pas, j'ai dû faire ça au mois de, je sais pas, juin, mai, juin, alors que la manifestation, je vous le disais, hein, le salon avait a lieu fin novembre. Et bon, et puis voilà, j'ai envoyé la lettre. Bon, on s'occupe d'organiser le salon, on fait une très belle expo avec Harley Davidson France, des motos anciennes, c'est magnifique. Et donc le salon avait lieu, le vendredi, ouvrait le vendredi soir et fermait le dimanche soir. Et en plein montage, le mercredi midi, mes équipes sont déjà au restaurant, pendant la pause déjeuner, et je me souviendrai toute ma vie. Je rentre dans le restaurant et là, je reçois un coup de téléphone. Et j je reçois un coup de téléphone et «Allô, untel», je me rappelle plus un prénom, heu, «Je suis le chauffeur de monsieur Johnny Hallyday». Et là, j'ai eu un quart de seconde de voilà, et j'étais parti pour lui répondre: «Bienvenue, vous êtes au secrétariat de l'URSSAF». Et et non, et je me suis repris et «Oui, je vous écoute». Et c'était le chauffeur de monsieur Johnny Hallyday, le vrai chauffeur, le vrai Johnny Hallyday. C'est mieux. Et donc il est venu. Alors je vais quand même vous raconter un truc parce que c'est rigolo, tant pis, C'est passé. c'est passé. Déjà, il a fallu que son chargé de communication, pas de communication, de sécurité passe, parce que moi je voulais lui ouvrir les grandes portes et cetera. On m'a dit: «Hop, hop, 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 surtout pas, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez nous indiquer où sont, les portes qui justement sont les portes dérobées, et bah, écoutez, je suis désolé, mais ça se passe que par les poubelles, enfin c'est pas, ah non, mais c'est pas un problème», et donc on a fait tout le tour. Le salon était évidemment déjà monté, hein, donc on a fait tout le tour, du salon pour savoir quelles étaient les voies qu'on allait emprunter avec monsieur Johnny Hallyday. Alors il je dis monsieur Johnny Hallyday parce que c'est comme ça qu'il parlait de lui, hein, je Oui. trouvais ça. Donc on fait le truc, le chargé de sécu dit: «Bon, c'est OK», vérifie les portes, les entrées, les machins et cetera. C'est bon, il vient samedi matin. Il vient samedi, il sera là à midi, même. Et Du coup, donc pardon, quelle est ta période de débrief avec le comité de rédaction? alors là, plus personne me parle en fait, hein. Ils sont tous, complètement sous anesthésie. Je le suis un peu aussi, hein, Oui. parce qu'on se dit: «On est dans une espèce de merde épouvantable parce qu'on n'a jamais fait ça. Comment ça va se passer?» et cetera et cetera. Bref, de toute façon, c'est lancé, on y va, on fonce et puis on verra bien. Et donc midi, samedi matin, midi et quart, toujours rien. Midi et demi, il est pas là. Donc là, inutile de vous dire que, pour, le jeune homme que je suis à l'époque, je commence à être un peu inquiet. On appelle ça l'ascenseur émotionnel. C'est tout à fait ça. Et là, je vois apparaître à 1 heure moins le quart, un énorme Hummer qui se jette sur le trottoir. Et là, je vois 2 ébulons qui sortent de ce Hummer et qui se précipitent de chaque côté d'une benne à ordures. J'avais d'un côté Paul Belmondo, qui était venu, accompagner son ami, Johnny Hallyday, et de l'autre côté, j'avais Johnny Hallyday. Je vous laisse, donc imaginer la vision que j'ai eue pour la première fois de Johnny Hallyday en vrai. C'était tourné, le dos contre une benne à ordures, avec son ami de l'autre côté, avec son ami Paul Belmondo de l'autre côté. Et donc réussite,
réussite. Donc après donc évidemment, il a fait cette affaire, hop, il est revenu, il est passé par les poubelles, on l'a emmené tout de suite dans une belle petite salle, un beau petit bureau pour lui proposer champagne, machin, et cetera. Soit connu, il a répondu en sortant son paquet de gitane si, on pouvait plutôt lui trouver une bière plutôt que du champagne, et on a fait la visite ensemble. Ça a été un moment absolument effarant parce qu'on ne comprenait pas toutes ces histoires de chauffeurs, de sécurité, de visite, de trucs, machin, et cetera. Là, pour le coup, on a compris, puisqu'on a vu, notamment une jeune femme faire un bond, de pied ferme de presque 1,50 m pour se jeter aux bras de Johnny Hallyday. C'est son chargé de sécurité qui a attrapé la jeune femme par les hanches pour la reposer par terre fermement. On a vu un autre monsieur qui, lui, avait un superbe t-shirt avec la tête du loup d'un côté et Johnny de l'autre, et qui s'est retourné parce qu'il sentait qu'il se passait quelque chose derrière lui, et pour le coup, qui s'est retrouvé nez à nez avec Johnny Hallyday. Donc lui, il a failli qu'on le réanime. Ça a été quelque chose Non, c'était les d'absolument, années de grande folie dès qu'il apparaissait quelque part, oui. c'était vraiment absolument, c'était aussi fou que lui était simple et accessible. Et je sais que, ça a été, un moment de vie pour moi, en fait, parce que ça a été un déclencheur. De voir cet homme à l'apogée de sa notoriété, être aussi simple, aussi avenant, aussi cool. Allez, je mettrai un petit, franc dans le Nurin. C'était vraiment quelque chose de touchant, et Et de formateur, du coup, oui. évidemment de formateur. Quand, donc on lui a fait essayer quelques motos, et cetera, et puis à un moment, bah, il a bien fallu repartir, donc ils sont remontés dans le Hummer, ils sont repartis, et nous, on a poussé un grand souffle de soulagement avec mes équipes parce que ça s'était bien passé, ça s'est passé, et c'est pour moi été l'occasion de me dire, «J'ai fait mon temps aux éditions La Vie de l'Auto, je vais aller, voler de mes propres ailes». C'est finir en panache pour LVA. Il fallait partir sur une bonne note, Il y a et eu des excuses quand même de le fait de ne pas y avoir cru? alors, Ou du moins pas des remerciements, pas eu trop de remerciements. Par contre, le rédacteur en chef s'est senti obligé de me courir un peu après à la prochaine réunion de codir pour m'embrasser sur la bouche, que j'ai décliné, heu, étant bien élevé, et donc voilà l'histoire de mon passage, d'une quinzaine d'années, du côté du groupe, des éditions LVA. Et ce qui est très rigolo, c'est que depuis, on est en très bons termes, hein, il y a aucun souci, et depuis, on m'a redemandé de leur faire quelques piges, quelques trucs comme ça. bah, Donc forcément, forcément. Et puis finir avec autant de panache. Ce qui ressort de tout ça, une fois de plus, hein, c'est pour ça que j'insiste, c'est que, c'est l'audace. C'est-à-dire que, faut oser, faut se prendre en main. C'est pas évident à dire, mais c'est en illustrant avec des exemples, incarnés, on se rend compte à quel point, on a tout le monde qui vous dit: «C'est pas possible», qui vous prend pas au sérieux, et on y va. On prend son papier, son crayon parce que c'était les habitudes de l'époque, et on se lance, et on accouche, de sa demande, aussi osée soit-elle. je crois que c'est du côté de chez Latécoère, hein, que ça se passait comme ça, où on disait, je sais plus si c'est monsieur Latécoère d'ailleurs qui avait dit, «On savait pas que c'était impossible, du coup on l'a fait, quoi», hein. Exactement. Alors j'ai recité cet adage sans citer la Latécoère tout à l'heure, mais parce que définitivement, on se rend compte que dans les parcours à succès, il y a systématiquement le moment où on se réveille en disant, «Bon, bah, donc si c'est impossible, moi ça me tente, hein, donc on y va», et là, c'est tout à fait, le cas, et ça marque aussi, une envie de passer à autre chose. Donc il y a 2 grandes pages assez fortes, hein, finalement. Il y a la partie où on est au cœur d'un d'une marque, connue et reconnue, où on évolue jusqu'à son apogée, et ensuite l'envie d'une autre aventure. Donc c'est un peu un livre à 2 pages de 20 années là qui vont se fermer et s'ouvrir, l'un au service d'eux et l'autre dans une indépendance et une liberté, nouvelle. Ouais, c'est ça, c'est absolument ça. Et alors c'est vrai que quand on est dans la liberté nouvelle, à un moment, on se dit: «Mais quelle idiotie, on n'aurait jamais dû», parce qu'évidemment, c'est des parcours qui sont parfois semés d'embûches. Néanmoins, avec évidemment le recul, on se dit, vu tout ce qu'on a, eu l'occasion de faire et d'entreprendre, après
être parti de sa première tranche de vie, ça aurait été vraiment dommage de passer à côté, surtout qu'a priori elle est courte et donc il faut absolument, profiter à fond, des opportunités, qui s'offrent à nous, même si parfois effectivement, bah, il y a des moments où c'est pas que simple, hein, on va pas non plus, Alors ce se cette partie justement de réalité de l'entrepreneur, faut pas la cacher. Il y a effectivement des moments compliqués, surtout dans les transitions, j'imagine. Donc alors non, 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 gâté il fut. totalement, pour la bonne et simple raison que, heu, quelques très belles entreprises avaient eu vent de nos activités et une d'entre elles, agence d'événementiel à Paris, très reconnue, notamment pour l'organisation de la caravane du Tour de France, donc une maison sérieuse, heu, voulait enfin avait un client à l'époque, qui s'appelle le Cheval Français, qui est donc, toute l'institution des chevaux de course de trot et notamment sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et ces gens-là veulent faire, une manifestation au sein de de l'hippodrome avec des voitures anciennes. Ce qui n'était pas encore très pratiqué du tout, oui, effectivement. Pas pratiqué du tout, Ouais. enfin, pas beaucoup pratiqué, il y avait quelques velléités, du côté du galop avec le gratin du panier, ça s'appelait, je me souviens et mais là, en l'occurrence, c'était vraiment une manifestation populaire avec beaucoup de clubs et cetera, donc on avait fait une très, très grosse manifestation qui leur avait beaucoup enfin, oui, qui leur avait beaucoup plu, j'avais créé ce truc-là et quand j'ai quitté les éditions Alvéa, en fait, le Cheval Français m'a carrément contacté pour me dire: «Voilà, Igor, on voudrait travailler avec vous et on voudrait surtout que vous nous prépariez les festivités en amont de la course du Prix d'Amérique» et bah, pourquoi pas, Petite pression. hein et donc en fait, je suis, arrivé chez mon banquier avec un gros chèque par le cheval français et je me souviendrai toujours du banquier qui, quand j'ai dit: «Je montais une agence d'événementiel», s'est mis au fond de son bureau comme ça en disant: «Encore un qui veut faire faillite» et quand, j'ai posé le chèque sur son bureau, il s'est tout de suite rapproché, les bras se sont décroisés, le sourire s'est ouvert, on a senti que cet homme était heureux tout simplement. Je viens chercher bonheur. Voilà, c'est ça et c'est comme ça que j'ai commencé en fait. J'ai travaillé pour le cheval français, après un grand club, qui s'appelle le Club de l'Auto, m'a demandé: «Igor, travaille pour nous, on voudrait que tu nous organises le rallye Paris-Deauville», qui était un peu en décrépitude et donc moi j'avais connu à l'époque les grandes heures de cet événement, qui partait du Trocadéro avec, la garde à cheval, enfin la musique de la garde à cheval, qui sonnait trompette et faisait fanfare, au passage de 80 bolides qui venaient de partout en Europe, et nous partions, du côté de Deauville, donc ça, c'était une manifestation qui était assez prestigieuse et donc j'ai produit pendant 3 ans, et puis ensuite il a fallu changer. Je c'est là aussi, on avait atteint la limite et changer pour changer, non, changeons aussi de région et c'est pour ça que je suis venu me mettre dans un coin merveilleux de France qui est la Charente-Inférieure et dans laquelle nous sommes divinement bien et qui est pas forcément un endroit où on trouve beaucoup de travail, donc il faut vraiment le créer. Donc c'est pour ça que c'était un nouveau challenge qui s'ouvrait à moi. Mais ça lui fait pas peur et Igor. Et en plus la Charente-Inférieure qui t'a accueilli aussi pour le confinement, ça a permis de faire les choses au calme. C'est Écoute, une autre façon de se poser. c'est vrai, alors c'était bien avant le confinement heureusement, Oui, oui. mais c'est vrai que ça a été assez compliqué aussi, hein, parce que des fois on a des bonnes idées, des contrats qui sont prêts à être signés, qui vont pas tarder à bientôt être prêts à être signés, et puis qui finalement tombent à l'eau, et c'est ce qui m'est arrivé et il a un moment fallu vite se renouveler. Et j'ai donc repris un poste dans la mairie à la mairie de Vaux-sur-Mer. Je sais que c'est un endroit qui t'est cher Oui, et dans lequel j'avais 2 missions, celle d'organiser les événements pour la mairie et d'écrire le bulletin municipal. Alors ça faisait un moment, hein, que j'avais arrêté d'écrire puisque j'avais quitté la rédaction de l'LVA et en fait, je me suis retrouvé à écrire sur, des personnalités,
locales, mais des personnalités comme un président de judo. Il faut savoir qu'à l'époque, alors je ne sais pas s'il est encore, actif, mais il y avait un président de judo au club de Royan qui était ceinture rouge et blanche. Et cette ceinture rouge et blanche, j'avais même pas idée que ça existait. Et donc ce monsieur était de fait passionnant puisque je savais pas que ça existait et m'a expliqué que c'était effectivement une ceinture honorifique qui allait au-delà de la ceinture noire et des danes qui vont avec. Et donc tout ça en fait pour pour m'a redonné envie d'écrire et m'a redonné en le goût du journalisme qui finalement, couvait. Et j'ai rappelé tous les petits camarades de la région parisienne, bah, qui, notamment, tous les pigistes, à l'époque où j'étais rédacteur en chef, bah, qui avaient évolué. Certains avaient même créé des magazines. Alors pas seulement dans le monde de la voiture ancienne, mais parfois dans le bateau, dans l'aviation et aussi dans l'automobile, du coup. Et en fait, j'aurais dit: «Voilà, je suis sur la façade atlantique. Si vous avez besoin d'un correspondant, un pigiste, machin et cetera, sachez que, hop, je peux faire, Je dégaine. Brest voilà, je peux faire Brest, Biarritz et Cherbourg et Saint-Tropez s'il faut, mais je suis capable d'aller, me déplacer pour vous et vous faire les papiers. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que les Il garçons en recommence. question, les 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 garçons en question ont eu la reconnaissance du ventre et se sont souvenus, des portes que j'ai ouvertes à l'époque où eux étaient demandeurs et ce qui fait que je me suis retrouvé pigiste pour tout un tas de magazines, et ce qui m'a permis Au de moment où pouvoir c'était utile pour toi, oui, bien sûr. exactement. Et comme j'avais entrepris une petite carrière de speaker d'événements automobiles à l'époque où j'étais encore à la Ville d'Auto, que j'avais totalement arrêté, je me suis rappelé que ça existait, que j'étais capable de le faire et que prendre un micro, pourquoi pas? Ça pouvait être une solution et j'ai envoyé des CV à droite et à gauche et les gens qui y sont pris savent souvent que en fait, bah, le CV arrive au bon moment quand il faut qu'il arrive et ce qui fait que j'ai entamé, une carrière vraiment parce que là, pour le coup, c'est vraiment devenu professionnel de speaker. C'est comme ça que j'ai fait évoluer ma carrière et là, pour le coup, j'y suis depuis un certain temps. Effectivement, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, la question du monde automobile et de tous les événements, parce que là, on n'aurait pas assez de 5 heures pour lister tous les endroits, parce que c'est merveilleux, le multiplication des événements et des initiatives qui ont été prises, en France, dans toutes les régions, plusieurs fois par an, qui enfin et sur plusieurs années, font que tu n'as plus jamais quitté le terrain, et que partout ça bouge, où ça parle, d'une vieille pétoire et d'une aventure automobile, Igor est là et ça c'est devenu incroyable parce on n'aura pas assez de plusieurs émissions pour lister tous les univers. Donc je voudrais te redonner la main particulièrement parce que après tout le titre de l'émission, c'est de dire que le yacht club des avions de la route, Kesako, et là, tu viens de parler de tes amis journalistes qui sont dans tous les univers et je voudrais que tu nous éclaires maintenant sur ce qui t'a amené à créer, les avions de la route et ensuite le yacht club parce que, c'est assez révélateur d'une ambiance, d'un état d'esprit, d'une personnalité et après tout, comme on a posé la question, en présentant l'émission, on se doit d'y répondre. Alors effectivement, en 93 ou 94, donc là, je suis journaliste à la Ville d'Auto et le patron décide alors je suis responsable des relations avec les clubs, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les communiqués de club, les assemblées générales, les carnets noirs malheureusement, enfin bref et cetera et mon patron dit: «Ça serait vraiment une bonne idée, commerciale de faire un guide du collectionneur dans lequel on mettra toutes les adresses de notre fichier et qui nous permettra pour le coup, de donner un outil à nos lecteurs qui sera vraiment formidable» et moi de répondre, en levant le doigt et en attendant de prendre quelque chose, à ouais, quand on était gosse, on avait peur de prendre la chiffonnette, en bois là, tu sais quand on qui essuyait les tableaux. Là, pour les coups, j'avais peur de prendre je ne sais pas quoi. Enfin bref, je lui laissais la tête en me disant ça et hem et en fait, je lui dis: «Bah, c'est quand même dommage parce que là, pour le coup, ça veut dire qu'on va, en fait, donner tout notre fichier à toutes les grandes entreprises du coin et ma foi, on n'aura strictement aucun retour». Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment quand même dommage. C'était vraiment un fichier à l'époque, il y avait pas d'informatique encore une fois, hein, on était Oui, c'est pour vraiment dans ça. Donc attends, que je résume, c'est donc, ça vient au-dessus de toi, une idée en disant: «Il manque un guide du collectionneur, ça vaut le coup de le concevoir». Sous-entendu, Igor, voilà un nouvel os à ronger, ça devrait te plaire et d'instinct, tu trouves qu'il y a un bug.
ouais, c'est toute la rédaction, hein, qui Oh là était là. «embêtée» entre guillemets là-dessus et moi je dis effectivement: «Attention, le problème est que ça va à un moment, ce fichier d'adresses colossal, les Ça va partir clubs, à tort et à travers, quoi. les musées, enfin voilà, on l'offre à tous ceux qui voudront le prendre». Et donc j'ai dit: «Bah, écoutez, ce que je vous propose, c'est, de créer un faux club, donc une fausse adresse dans le guide et pour vous montrer que je m'engage et que je suis sûr que ce que je dis est vrai, je vais mettre le faux club à mon nom et à mon adresse dans les colonnes de la vie d'auto pour dire que ce nouveau club existe». Voilà. Et comme ça, vous pourrez constater que, ben, que j'imagine, et tout un tas de prospectus vont tomber dans mon adresse avec le nom de mon club, et cetera. Et étant passionné d'aviation, et puisque j'ai usé mes fonds de culotte chez Jean Salis, la route, bah, évidemment. Et il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un jeune dessinateur, qui travaille, depuis peu pour la ville d'Auto. Et ce jeune dessinateur, en fait, est aujourd'hui une véritable célébrité. On l'appelle Monsieur National 7. Il s'agit de Thierry Dubois. Ah, Thierry Dubois. Dubois. Et je lui ai dit à Thierry: «Écoute, est-ce que tu veux bien me faire un petit logo? C'est pour une connerie, c'est juste pour une fausse adresse, pour mettre, dans la ville d'Auto, puis ensuite dans le guide». «Ah oui, oui, pas de problème». Et il me fait un dessin qui est évidemment une merveille parce que le malheureux, chaque fois qu'il prend son crayon, ça fait du génie. Ça y tout ce qui touche Et devient de l'or, oui. voilà. Et donc on met l'adresse dans la ville d'Auto, on met l'adresse dans le guide et évidemment, ça loupe pas. J'étais très fier du fait que ça loupe pas d'ailleurs pour le coup. Je reçois, des assureurs, je reçois, Donc tu as confirmation que tu es vampirisé, quoi, et qu'il fallait effectivement, rester confidentiel sur ce guide. en tout cas voilà, qu'il fallait peut-être, trouver une autre solution pour les collectionneurs. Et je reçois un courrier dans ma boîte aux lettres d'un petit, libraire toulousain. Alors je dis petit dans le sens où, sa boutique, faisait 8 m². Ah génial. Et le libraire en question est un garçon qui s'appelle Jean-Claude Amillat et qui a été ensuite une véritable pointure, une véritable signature pour un des magazines du groupe qui s'appelle Autorétro. Et donc ce garçon dit: «Je veux faire partie du club». Donc, désolé, mais en fait, c'est un faux club, il y a pas de club, c'est ah mais si, si, les amis de la route, ça doit être un club. Ah bon. Et donc Thierry Dubois, Jean-Claude Amillat, Igor Bietri, les pieds nickelés sont en route et c'est là que tout dégénère, monsieur le juge, puisque, puisque c'est une on part sur une bêtise, puisqu'on part sur un mensonge, et ben, poussons le bouchon jusqu'au bout et faisons, fonctionner le cercle des Agnons de Marne. Et pour ce faire, on organise en 80, je crois que j'organise en 97 un meeting de bateaux anciens. Alors pourquoi de bateaux anciens? Parce qu'on avait, à l'époque, j'habitais près de la Seine et sur la Seine, il y a des bases de vitesse et donc on pouvait, faire, naviguer des bateaux, vite. Et il se trouve que le deuxième week-end mars, nous avions un événement magnifique qui s'appelait le Bugatti à Montlhéry, qui était organisé par Jean-Michel Serred, un petit monsieur absolument fabuleux qui était, assureur. Et c'est lui qui Et avait un sens de la météo aiguë? exactement, il avait un sens aigu dans la mesure où, puisqu'il était assureur, ils avaient des archives météo, puisqu'encore une fois, il n'y avait pas de bulletin météo, il n'y avait pas internet encore une Donc fois, il donc se nourrissait du passé. voilà, lui avait les informations comme quoi, et qui étaient tout à fait vérifiées, comme quoi il n'avait pas plu depuis quelque chose comme 40 ans, le deuxième week-end de mars en Île-de-France, et organisait donc à ce titre Bugatti à Montlhéry le samedi. Et du coup, le dimanche, il se passait rien et donc j'ai dit: «Bah, écoute, ça pourrait être drôle que justement toutes les belles autos, les Bugatti et toutes les autos contemporaines qui viennent à Montlhéry le samedi puissent profiter de notre manifestation le dimanche, voir les bateaux, naviguer». Donc on a fait venir Quand on a le sens de l'événementiel. voilà, du coup, on a fait venir des bateaux d'Angleterre, de Venise, tout le monde venait pour, faire, plouf plouf, avec nous, à Port-Saint-Thry. Donc Et je rappelle pour un événement qui n'était pas de réputation internationale, hein.
pour le coup, il y avait strictement aucune réputation de rien du tout puisque c'était une première. On était complètement hystériques de faire un truc pareil et heu et donc on a lancé ce truc-là. Ça a superbement bien marché, on a beaucoup rigolé. On avait des autos complètement indécentes, sur le parking et des bateaux qui l'étaient pas moins dans l'eau. C'était merveilleux. On avait même obtenu, je me souviens, alors on avait FR3 évidemment, mais surtout on avait obtenu, quelque chose comme tro entre 2 ou 3 minutes dans Turbo, puisque Turbo était la nouvelle émission, Ah, phare de la mécanique, déjà à l'époque de la et je chaîne crois que maintenant, oui. voilà, c'est ça et je crois que c'est la seule et unique fois que Chapat a parlé de bateau dans son émission, mais ça avait de la gueule, hein, c'était vraiment chouette et en fait, puisqu'on avait une manifestation nautique, le Cercle des avions de la route est devenu le Yacht Club des avions de la route. La L'acronyme. Voilà, le principe ICAR, voilà, donc on a essayé de se brûler les ailes le moins possible Donc et non, mais c'est et c'est merveilleux, c'est-à-dire qu'avec Yacht Club des avions de la route, on regroupe finalement, l'histoire de cette folie dont, j'avais noté quelque chose au moment où nous préparions l'émission, pour montrer à quel point on se prend au sérieux. Déclaré nulle part et affilié à personne. ça c'est un cercle déclaré nulle part et affilié à Voilà, personne. donc ça donne le ton de cette philosophie qu'on aime et de Donc ce pas de président. Le le seul grade, à l'intérieur de ce faux club est donc le terme de squadron leader, puisqu'on est une escadrille de fous furieux et non, squadron leader, là, c'est pas Murat. Là, tu te secoues pas sur ce coup-là parce que c'est vraiment une dénomination, qui générique. est vraiment, ouais, la générique et puis surtout, qui représentait, bien sûr, alors il y avait un petit peu de la grande vadrouille, hein, avec, le Big Moustache et ce genre de choses donc bon et on trouvait ça très drôle, et en fait, donc l'idée est partie comme ça et a dégénéré, heu, grâce ou à cause de Facebook puisque avec les années, on a proposé, de créer un groupe, sur Facebook, et qui a eu un succès, complètement international. On a des membres au Brésil, en Australie, en Indonésie, enfin c'est complètement drôle et en fait, l'idée, c'était pas seulement de faire les fous, et de faire, ces jacqueries, mais c'était aussi de réunir du coup, toutes les enfin, tous les documents et toutes les archives qu'on retrouvait, notamment les archives photographiques sur, le mélange des genres, en fait et ça, d'un point de vue historique, c'était très intéressant parce que, on s'aperçoit, en fait, qu'au début de l'aviation, au début du motonautisme et au début de l'automobile, il y avait des passerelles permanentes et que des bateaux étaient mus par des moteurs d'avion, les voitures étaient mues par des moteurs d'avion, et que certains avions, étaient, propulsés, par des moteurs de voiture et cetera et C'était cette donc liberté, pardon, je te coupe, c'est cette liberté industrielle, des années 20 d'une certaine manière. C'est tu dates ça quand? alors en fait, c'est bien avant les années 20, hein. On parle plutôt, quasiment du début du siècle, hein. Ah oui, Ah oui, c'est-à-dire que extraordinaire, oui. Les grands prix de Monaco, qui sont vraiment, des rendez-vous, industriels, hein. On fait des grands prix, on fait des courses. Ça a été valable évidemment pour l'automobile, pour mettre en valeur l'industrie. Faut pas oublier que c'était vraiment le seul moyen de communication qu'avaient les constructeurs, c'était les épreuves sportives, quelles qu'elles soient. Des courses sur l'eau, des courses, aériennes, il fallait absolument, se montrer dans les journaux et pour ce faire et ben, il fallait faire des exploits et donc ça a été, vraiment, quelque chose qui a été, fondateur pour, bah, toute l'industrie, aéronautique Mais c'est et là où ton nom est émouvant parce que Yacht Club des avions de la route, ça reprend pleinement cette beauté créatrice de la France et de tous les grands industriels, pas que de la France, dans ces années-là, entre l'aéronautique et l'automobile. On rappelait également, avant qu'on ne se retrouve à l'antenne, mais que, au salon récent, les 50 ans de Rétromobile, il y avait été présent également un objet, iconique qui regroupait un mélange entre 2 industries. Si tu peux refaire un point sur cette, ce clin d'œil de puis cette année. souvent, les auditeurs ont sans doute, entendu parler de cette Touareg Bugatti qui a été,
amené depuis Mulhouse jusqu'au parc des expositions de Paris pour cette occasion, pour ce cinquantenaire. L'autorail Bugatti est ému par des moteurs qui en fait étaient conçus pour être les moteurs des fameuses royales, les Bugatti royales, c'est-à-dire le summum de l'absolu, de la beauté, de l'automobile. Et malheureusement, l'industrie étant ce qu'elle est, le constructeur de Molsheim a eu quelques difficultés à vendre ces énormes voitures et du coup ces énormes moteurs. Et quand les chemins de fer ont proposé de faire des autorails, il avait trouvé très vite et très simplement l'idée de réutiliser ces moteurs pour pouvoir justement les utiliser dans la construction de cet autorail. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que on a encore en France alors des artisans pour restaurer, pour maintenir, etc. Mais on a aussi des gens qui sont assez fous dans nos musées, ce qui est quand même assez rare, pour prendre le risque de déplacer cet engin qui fait 25 ou 28 mètres, je crois, je ne sais plus les chiffres en tête, qui en plus, pas de chance, à la Cité du Train se trouve en bout de quai. Il y a 4 ou 5 vapeurs, enfin en tout cas 5 matériels qui sont devant. Donc il faut déplacer avec beaucoup de précautions, parce qu'on rappelle qu'on est dans un cadre d'un musée, qu'il faut déplacer. Alors évidemment, c'est pas le musée de la petite cuillère, hein, donc après il faut les déplacer. Les machins, ça fait des dizaines de tonnes. Pas coincer les aiguillages, parce que là sinon c'est une catastrophe absolue. Et bref, ils arrivent à sortir l'autorail Bugatti et donc à l'installer sur une remorque qui fait 35 mètres de long pour l'amener à Paris. Alors évidemment, la France est un pays merveilleux avec aujourd'hui beaucoup de petits ronds-points et qui, pour le coup, sont une chienlit de la pire espèce. Et donc le seul rond-point, évidemment, que nos amis se sont autorisés, et pour le coup, ils n'auraient pas manqué, c'était celui des Champs-Élysées, évidemment. Et donc, on passait ce merveilleux rond-point, pour le coup, avec l'autorail qu'ils ont ensuite installé dans le hall d'exposition de Rétromobile. Et ce qui est assez fou, c'est qu'à l'heure où on se parle, ils doivent être presque rentrés, en tout cas on l'espère pour eux, puisque la belle aventure d'amener l'autorail impliquait quand même le fait que l'autorail reparte à bon port et retrouve son musée. Euh, mais encore une fois, le directeur du musée a été à fond dans cette idée, a dit: moi je ne veux pas me contenter uniquement contenter les billets d'entrée à la fin de la journée, moi je veux qu'on fasse des choses. Et la conservatrice du musée, qui est une toute jeune femme, a dit: mais oui, oui, c'est une très bonne idée, il faut foncer. Et la médiatisation de ce déplacement, la médiatisation du Torail ont été extraordinaires. Et je pense que la Cité du Train n'aura jamais fait parler autant d'elle qu'à l'occasion de cette très belle aventure. Et on en revient aussi au courage de certaines personnes qui ont dit: «Oui, allez, on tente l'aventure», parce que c'est plutôt une source de complications. Ça Donc n'est que de la complication, hein. donc c'est C'est que des emmernements en barre, vous voyez, ceux qui ont pu en wagon bénéficier sur d'emmerdement. place, oui, exactement, ceux qui un wagon d'emmerdement, ceux qui ont pu en bénéficier sur place, ne touchent pas du doigt ce que ça sous-entendait logistique. Je vous propose une petite coupure, avant de nous retrouver, car cette émission donc, est enregistrée et va être diffusée début février, et je vous retrouve dans 2 secondes. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Benoît Duchâtelet, toujours à l'antenne du Libre Journal des Artisans, toujours endeuillé de Benoît Aglon, qui n'est pas là pour quelque temps, mais réjoui de la présence d'Igor Bietri, qui est avec nous en Charente-Inférieure et qui a quitté la capitale. Il avait à nouveau une magnifique événement automobile. Nous allons faire un point précis et musical peut-être, parce que je voudrais te soumettre un petit son qui, chaque fois que je l'entends, me fait penser à toi. Peut-être que tu n'avais pas besoin d'un moment aussi long pour avoir reconnu, C'est comme ça que tu traites tes invités, en fait. pour essayer de le faire de la même manière. Mais effectivement, dès que j'ai ce son en tête, je te vois sur un des véhicules, et avec le même regard et la même énergie. Enfin, ce qui est marrant, c'est que quand on écoute ce son, et même si on ne connaît pas le contexte, il y a quelque chose de joyeux,
il y a quelque chose de farceur. Malgré le nom des protagonistes. Et l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, ce qu'on aime, c'est jouer, hein. Je disais, on parle de véhicules, qui sont obsolètes, on parle de véhicules qui pourraient rester au fond de musée et puis basta. Non, on est dans quelque chose de joyeux, de potache souvent, je le reconnais, mais qui, ma foi, nous rendent vivants. Alors, avec Tu peux dire ce que c'est pour les auditeurs, hein, quand même. non, je veux pas, j'ai peur. Parce que ça va rester et puis après, tout le monde va se moquer. Donc, les autres, c'est des brouillons parce que je te rappelle que j'ai quand même des amis qui vont entendre évidemment cette émission, qui vont la voir aussi sans doute et qui vont pas se gêner pour ensuite, me ressortir ça autant de fois qu'ils vont donc au moins ils auront le mérite d'être allés chercher, la référence. Je En bon voulais quand même français, ils vont chasamer, d'accord. voilà, c'est ça. Ils Quelle lisent horreur, ça. quelle horreur. Ils lisent Mais et voilà, je voulais te dire qu'effectivement, pour moi, c'était systématique, parce que, alors il nous reste une vingtaine de minutes et je voudrais justement qu'au milieu de ces moments fantasques et plaisants, parce que la vie est tellement plus agréable comme ça, tu, nous fasses un point sur les tours que tu as organisés l'année dernière et que tu vas organiser cette année, en avril 2026, et le contexte, parce que, s'amuser, c'est bien, mais faire plaisir, c'est bien aussi. Et donc ce partenariat que tu as avec les orphelins apprentis d'Auteuil, si alors tu veux bien, oui, alors apporter le petit quart effectivement. d'heure d'humanité à cette rencontre. Oui, parce que, encore une fois, on parle de jouer, mais mes 2 acolytes avec lesquels on a fait les 400 coups et certains nous ont même croqués en pieds nickelés, on a donc, effectivement, tout on est parti du principe un jour, je crois que c'était en 2018 où je sais plus avec qui, je crois que c'est avec Jean-Claude, Jean-Claude Amillat, Oui. on parle de toutes les facéties qu'on a pu écrire et Dieu sait si on s'est pas gêné pour le faire et je crois que c'est Jean-Claude qui dit: «Mais bon, en fait, on a écrit beaucoup de trucs, machin et cetera, mais finalement on n'a pas fait grand-chose» et je lui dis: «Oui, c'est vrai, tu as raison» et il me dit: «Il faudrait peut-être quand même se grouiller un peu parce que sinon on va finir par faire des courses de déambulateurs à l'EHPAD» et là, ça a été un déclic et je me suis dit: «Effectivement, il a tellement raison, profitons de nous, c'est-à-dire, profitons des amis, profitons et cetera, pour faire des trucs un peu extravagants» et comme, il n'y a pas de hasard et bien, je sais pas, quelques semaines seulement après, j'ai un ami, qui est un collectionneur, un beau collectionneur de la région. Lui, pas très beau, mais c'est une belle collection, je veux dire. C'est cadeau. Oui, c'est il l'a pris dans les archives et en fait, il a une collection magnifique et je vais le voir, je lui rends visite assez régulièrement et il me dit: «Tiens, regarde Igor, j'ai rentré une petite Juve A4» La Juva. et c'est tout mignon, hein, une Juve A4, mais bon, ça reste une Juve A4, donc j'allais pas m'extasier. Sauf que le perfide, avait, un tournant. C'est qu'il m'a dit donc il me dit ça, je me revois encore et je passe devant la voiture, il me dit: «Tu as vu, j'ai rentré une Juve A4» et moi je continue: «Ah ouais, super» et puis je continue et pour m'arrêter, il dit: «Tiens, regarde». Là, je me retourne et il sort un catalogue d'époque et sur le catalogue d'époque, la Juve A4, record à Montlhéry, 107-820 km/h de moyenne. De moyenne. Ouais, c'est ça, 107-820, sur, je crois que c'était 50 heures et là, je dis: «Waouh, on va le faire» Oh mon Dieu! et Oh le perfide! je prends mon tél alors il savait très bien. Je prends mon téléphone: «Allô Thierry Dubois, on va, j'ai une connerie». «Ah bon? D'accord. Tu veux que je te dise ce que c'est?» «Bah, oui, je veux bien». «Et ben, on va faire un record à Montlhéry». «C'est parfait». Crac, il me raccroche. C'est ça les «Jean-Claude, copains, non? Jean-Claude, on va faire une connerie». «Oui, très bien. Bah, quand est-ce que tu veux que j'arrive?» «Attends que je te dise ce que c'est quand même». Je lui explique le pot aux roses et ce qui est merveilleux, c'est que j'avais donc la voiture, j'avais les pilotes, il me manquait un peu le circuit. Donc j'appelle le circuit, pas de chance, ils étaient pas là et le lendemain, je reçois un joli message, de retour, au mien en disant, «Évidemment Igor qu'on t'attend, évidemment, venez faire cette célébration du record» et pardon et donc on a commencé comme ça
et on a fait plein de trucs. Excusez-moi, c'est un chat qui est passé et en Tiens, fait, on va équilibrer. Tu veux un autre animal? Voilà. et en fait, on a fait toutes ces petites aventures avec des voitures et l'idée, c'était des petites voitures pas chères, qui avaient une histoire à raconter, en tout cas qui avaient déjà raconté une histoire et notamment à Montlhéry. Ouais, c'est ça. Voilà et c'est comme ça qu'on a fait, donc avec une Austin 7, on a roulé pendant 24 heures, on a fait ça avec une Aron. Toutes ces voitures-là avaient fait à l'époque des records, à Montlhéry et on a fait aussi un tour de France avec une Peugeot, 202. En 5 jours, on a fait 3 500 kilomètres. Donc la 202 est une voiture qui était de 1938, pour arriver à Montlhéry en star et donc tout ça a donné vraiment nous donnait envie et cetera et c'est vrai que les voyages, forment la jeunesse et je me Déforme les suis dit voitures, aussi et je me suis dit que ça serait marrant d'utiliser une de ces voitures pour pouvoir, à un accrocher la moment, jeunesse. oui, servir à quelque chose. L'histoire de la transmission, on en revient au début de cet entretien où, j'ai ce rédacteur en chef, génial qui me dit: «Bah, vas-y fonce» et du coup ça, c'est quelque chose qui est très important aussi pour moi, la transmission. Alors, comme Hein, je me mets dans le maître du temps, il nous reste un quart d'heure. Est-ce que si je te dis que ce qui t'a motivé, c'est de te rendre compte que les différentes, l'avancée des âges et les artisans qui vieillissaient dans le monde de l'automobile, sentaient qu'il n'y avait pas de relève, en tout cas pas en nombre suffisant et donc si tu peux nous bon, dire en 10 minutes, cette façon dont tu t'es branché avec les apprentis d'Auteuil, donc le principe, c'est pour les réussir apprentis pour d'Auteuil réussir la transmission? absolument, donc les apprentis d'Auteuil, qui prennent en charge des enfants qui, malheureusement ont des difficultés familiales. Au départ, c'est les apprentis orphelins d'Auteuil, hein, Oui, c'est d'ailleurs. ça, pardon. Ah non, aujourd'hui, ça s'appelle Oui, apprenti, oui, d'Auteuil, espèce de pudeur. mais dans Heu, l'ADN, c'était ça. exactement et à ce titre, donc il y a pas de patrimoine familial et il y a surtout pas de passation, justement, entre les générations, de la famille pour, passer cette passion et effectivement, d'un autre côté, des artisans qui, bah, arrivent en bout de carrière, ont des savoir-faire parce que sur ces voitures-là et notamment les voitures d'avant-guerre, il y a de la tôle, il y a du bois, il y a des toiles, il y a du cuir, il y a la mécanique, bien sûr. Donc ça fait quand tout ça, ça fait beaucoup de métiers et en plus, ce sont des métiers qui touchent quasiment à l'artisanat d'art, Oui. et donc du coup, quoi de mieux que d'emmener. Alors au départ, on se dit: «Bah tiens, ça pourrait être sympa, que les établissements emmènent les enfants à des expositions et cetera». Oui, mais on sait tous que dans une exposition, surtout quand on est un enfant, on n'a surtout pas le droit de passer la petite cordelette parce que sinon on va se faire disputer et surtout, faut pas mettre les mains, sur la carrosserie. On a tous entendu le truc, tu touches avec les yeux, absolument stupide et odieux et donc moi j'ai pris exactement l'effet in le truc inverse, Tiens donc, c'est-à-dire comme c'est original. voilà, je vais leur amener la voiture chez eux et non seulement ils auront le droit de la regarder, de la toucher avec les doigts et ils auront le droit de monter dedans et ils auront le droit d'ouvrir le capot et ils auront le droit de s'intéresser à ça. À moi ensuite, de leur expliquer, ce que c'est, pourquoi, comment et surtout, avec ce parcours de 3 000 kilomètres que je fais avec cette voiture de 1929, de leur montrer que c'est pas seulement des pièces de musée, ce sont des autos qui sont fonctionnelles et Et fonctionnel grâce au savoir-faire. exactement et alors ce qui est très rigolo, c'est que Là, on à parle de 3 quel 000 modèle? Pour qu'on puisse identifier. voilà, absolument, donc c'est une Ford A de 1929. C'est une auto absolument, géniale et Très qui graphique. marche très bien, en plus très graphique, c'est un peu la voiture de Mickey, c'est assez rigolo et les enfants au départ, sont, autour de la voiture. Quand je rentre dans les centres et notamment les plus jeunes, sont autour de la voiture, c'est des élèves de troisième et sont à quoi? 5, 6, 7 mètres de la voiture et et il y a une espèce de pudeur, de retenue, de je sais pas, qui est assez marrante et donc je vois les encadrants qui sont un peu gênés, par rapport à moi, qui, bon, les enfants ont et et là, où les enfants sont: «Bon, OK, super», on n'ose pas approcher et j'ai dit: «Bah, écoutez, c'est simple, le premier qui arrive à démarrer la voiture, je lui file 500 balles» et là, j'ai, 10 loupiaux qui sont littéralement en train de dépioter la voiture pour arriver à la faire démarrer. Et filles et garçons et ça aussi c'est très important, puisqu'il y a pas seulement la voiture et loin s'en faut pas une histoire de garçon.
que de garçons en tout cas. Et du coup, les enfants essaient de démarrer ce truc-là, n'y arrivent pas. Certains sont malins parce qu'ils se sont rendus compte que j'ai enlevé les clés. Parce que je me suis dit que le problème, c'est que si jamais il y en a un qui est plus malin que les autres et qui arrive à démarrer la voiture, les 500 balles, je les ai pas dans la poche. C'est un coup, est-ce qu'il me court après? Donc je suis prudent et personne n'a réussi encore à démarrer la voiture. Mais enfin, c'est l'occasion pour eux de monter dans la voiture et on voit dans leur regard, alors il y en a certains qui bon, ils sont en perme, hein, du coup, ils ont pas le cours de maths pendant ce temps-là, c'est parfait, ça c'est chouette. Mais il y en a d'autres, on sent que, beh, ils Une regardent les choses différemment et là, on se dit, si quelque on le chose fait, est en train de germer, quoi. on sait jamais, s'il y en avait au moins un, qui chope le virus, pour pouvoir, hem, ben, pratiquer ces métiers qui sont plus des métiers, où on gagne beaucoup d'argent parce que, les passionnés sont très demandeurs. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler, hein, enfin, ça me refait penser aussi à une formule un peu biblique, hein: «Semez, semez, vous ne savez pas ce qui sera récolté». Et là, non seulement, on a tout à gagner à ce que ça germe, mais en plus, on ne ils sont pas là pour rendre service. Il y a une attente, il y a des besoins et donc toute une partie de ces jeunes, s'ils se forment et qu'ils choisissent ces filières, vont trouver des métiers passionnants à la clé. Ah ça, c'est une certitude, Et ça, effectivement, faut le rappeler. C'est toute la beauté de cette démarche où, on parlait des moments agréables, des jouets, des bonnes ambiances entre amis, mais là, il y a une humanité certaine et tu l'as constaté avec, donc ces artisans de l'automobile qui se sont aussi posés la question en disant, «On n'est pas bon pour la relève». et c'est tout le problème. Alors, du coup, voilà, à mon humble, niveau, j'essaye de promouvoir en fait, le monde de l'automobile ancienne d'avant-guerre notamment, parce que pour le coup, c'est celui qui me fait le plus rire. Mais c'est quand même très important, de se dire qu'il faut surtout pas que ces vieux messieurs, qui poussent, qui vont bientôt pousser un déambulateur, soient plus capables de conduire ces voitures et le problème de ces voitures qui ne seront plus conduites, ou qui n'intéresseront plus personne, bah, du coup, seront mises en vente et tout ça, ça fera juste la joie, des maisons de vente. Donc Si c'est si si c'est ça vendu, c'est vient. acheté. Oui, oui, le problème, c'est qu'on sait aussi malheureusement que, c'est ce patrimoine qui est Ouais. souvent un beau patrimoine français, va vite, avoir vite fait de passer les frontières et ça aussi, c'est un vrai problème qui est important en termes de conservation. C'est-à-dire que le patrimoine automobile français, la France a été le plus grand pays, n'en déplaise aux Italiens, de construction automobile et c'est vrai que c'est quand même navrant de se dire que toutes ces autos-là, à un moment, sont susceptibles de quitter le territoire et surtout qu'on les oublie au fond des garages ou des granges. Oui, oui, ça, évidemment. Si on a envie de parler de l'édition donc d'avril prochain, qui est pour toi une deuxième Exactement, donc l'idée c'est la deuxi moi donc j'ai fait une première deuxième boucle, opus? voilà, 1re boucle de 3 000 kilomètres, sur l'ouest de la France et 2e opus donc 3 000 kilomètres sur l'est de la France. Donc on va faire une boucle qui sera, hem, qui C'est ton petit partira tour de auto à toi. oui, c'est ça, qui partira d'Aix-en-Provence. On va remonter, Tournus, Lyon et puis ensuite, on va mettre le cap sur Paris, mais en passant par Mulhouse quand même et Le choix à part des adresses, mythiques, mais tu vises aussi les établissements, alors je vise les établissements des apprentis d'Auteuil, oui. bien sûr, puisque c'est le sujet, c'est ça, hein, c'est d'amener la voiture chez eux, et puis aussi, le journaliste est là quand même, hein, j'ai toujours ce voilà et donc le fait d'aller voir, des artisans. Qui eux, officient, c'est aussi pour moi l'occasion à avec justement les réseaux sociaux, les tournages vidéo et cetera à la fois de montrer de montrer la voiture aux enfants, mais aussi à ceux qui sont pas dans le voyage, de montrer par le biais de reportages les artisans qui, seront les premiers à dire, «Venez les gars, j'ai besoin d'aide parce que sinon je vais être obligé de fermer la boutique». C'est vraiment Alors, quelque chose d'important. est-ce que tu m'autorises à dire, puisqu'on est dans l'univers de l'artisanat, je formulerai volontiers ça comme ça, en disant que c'est un peu ton chef-d'œuvre à toi parce que nourri, du journalisme, de cette passion, de t'être rendu compte que, on pouvait rester, dans l'absence de sérieux, mais en faisant de la passion sérieusement. Tu t'es rendu compte de l'importance aussi de Facebook et du tournant que ça a pris pour la visibilité des aventures et des rencontres entre passionnés
Et toutes ces vies cumulées font qu'aujourd'hui, en pouvant être sur la route, en allant chercher les artisans, en les branchant avec les jeunes, en faisant une communication efficace, en restant journaliste, c'est vraiment l'alchimie et le cercle vertueux de ce que tu as récolté jusqu'à maintenant. On peut dire ça effectivement comme ça. Alors, c'est vrai que, c'est l'occasion, pour moi de dire aussi que, moi j'ai besoin d'aide pour le faire. J'ai besoin d'aide parce que mine de rien, c'est des autos, qui consomment un peu. Heu Qui et peuvent ne pas répondre au au doigt et à l'œil comme on le demande. eux aussi, c'est ce qui m'est arrivé, casser un moteur. Ah! Ah. Donc on le répare puisqu'on s'est engagé à faire le truc, donc il faut faire réparer le moteur. Et c'est vrai que si jamais, il y a des auditeurs qui sont, des auditeurs et notamment des entreprises qui ont envie de prêcher la bonne parole, aussi dans leur sens, c'est déjà le cas de nos amis des contrôles techniques Autosur qui ont bien compris, eux aussi de leur côté, qu'il faut aller chercher des jeunes et donc qui, ont tout de suite répondu à notre, heu, à notre tour en disant, «On sera là avec toi et on va t'accompagner pour ce projet». On a aussi, la Fédération française des véhicules d'époque qui est partenaire de cet événement parce qu'eux aussi travaillent beaucoup justement, sur la succession, sur la transmission, sur, la promotion des savoirs Mais et là, tu as cité 2 partenaires qui sont cohérents d'un point de vue du monde automobile et transmission du savoir, mais tu es ouvert effectivement à un acteur qui a compris l'humanité qui est derrière cette aventure et qui pourrait se au-delà, l'approprier en disant, «Voilà, moi je vous aide». absolument. OK. On a beaucoup d'entreprises notamment qui sont, partenaires de grands projets, notamment sur le Vendée Globe pour parler des marins, qui, ont cette faculté, alors pas en marque transparente, mais presque, d'être présent, sur des gros projets, qui, coûtent des millions d'euros. Là, on est sur des budgets qui sont assez dérisoires, donc c'est vrai que si, il y a des entreprises qui se disent: «C'est pas idiot», hem, elles seront les bienvenues et puis, j'espère que tu mettras un petit bandeau avec, notre adresse, pour qu'elles puissent prendre contact avec nous. Oui, de manière à ce que ça se fasse, assez simplement et que nos auditeurs Oui. puissent, retrouver toutes ces informations. Tu parles d'entreprise, est-ce qu'il y a aussi un réceptacle, financier qui permet à des particuliers de donner ou pas? Je l'ai pas fait, je l'ai pas fait, Est-ce que si parce on que donne aux apprentis d'Auteuil, pardon, je te coupe, mais si on donne aux apprentis d'Auteuil en disant que c'est pour ce projet? alors non, parce qu'en fait, il n'est pas question que les apprentis d'Auteuil, financent quoi que ce soit de ce projet, hein. Il faut, au contraire, on a un petit QR code sur les fesses de la voiture, qui permet de donner des sous aux apprentis d'Auteuil. Il n'est Oui, pas oui. question que voilà, donc non, non, là-dessus, on n'a pas fait de cagnotte, Non, pas une cagnotte pour les frais de fonctionnement, mais au moins ça augmente la visibilité, non, et du non, coup ça les apprentis peuvent dire: «Nous on a reçu, 3 000 € grâce à toi». absolument, ça c'est effectivement effectif. Il y a un QR code sur les fesses de la voiture qui permet de pouvoir justement, faire des dons pour les apprentis d'Auteuil, et c'est ça qui est sympa. Donc plutôt les particuliers plutôt en direct pour les apprentis d'Auteuil et les entreprises plutôt, pour l'organisation, pour assurer une logistique efficace. Oui, oui, parce qu'en fait, une entreprise, le but de notre jeu à nous, c'est pas simplement de mettre un autocollant sur la voiture, ce qui n'a pas de sens. D'ailleurs, mettre un des autocollants sur cette voiture, c'est un peu dommage. Heureusement, sa peinture mérite une refonte totale. Donc, c'est pour ça on s'autorise juste sur ce voyage à mettre des autocollants sur cette voiture et puis ensuite à l'issue de l'aventure, on les enlèvera, on refera une peinture correcte pour rendre à cette dame une robe à peu près propre. Et en fait, voilà, si, on est journaliste, alors quand je dis «on», c'est parce que j'ai une équipe qui m'aide, Ça dans embarque tout du ça. monde. Voilà et donc, on a tout un panel de capacités, de communication qui peuvent vraiment s'adapter à n'importe quelle entreprise qui voudrait être partenaire et qui voudrait jouer avec nous dans ce joli projet à destination des enfants, et et encore une fois, je suis persuadé que plus on aura l'occasion de présenter, cette voiture à de nombreux enfants et plus peut-être qu'au milieu de ces enfants, eh beh, il y en a quelques-uns qui vont se dire: «Pourquoi pas?» Ben, écoute, c'est voilà, ce pourquoi pas, on avait commencé avec un quesaco, on a répondu à la question. Le pourquoi pas, on a également la réponse et les motivations vont se concrétiser, j'espère. Et peut-être qu'il y a une signature aussi de l'ami Igor, que tu trouves, si tu es souple, tu peux peut-être nous montrer, une de tes signatures,
qu'on retrouve dans l'univers Icare. Vas-y, vas-y. Non, 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 plutôt en bas de toi. Lève la jambe, lève la jambe. Tant Donc pis pour les voilà, copains, pour ta voilà, chaussette rouge. c'est ça. En fait, ce que vous sachiez, c'est que justement, puisqu'on se prend très au sérieux, le lieutenant des Avions de la Route n'a pas de costume, de blazer, de logo avec des fils d'or. En fait, comment dirais-je, le costume réglementaire, c'est la fameuse chaussette rouge. Et là, tu me fais faire des choses incroyables. Voilà, Bon, c'est alors, il paraît que certains hommes politiques mettent des chaussettes rouges, des cardinaux aussi, mais vous pouvez aussi vous retrouver nez à nez avec des membres du Yacht Club des Avions de la Route. Il n'y a pas de signe distinctif à part effectivement ces chaussettes. donc on peut être déclaré nulle part et affilié à personne, penser aux autres et se lancer dans des aventures permettant la transmission et soutenant les artisans de l'automobile. Igor Biatry, merci de tout cœur d'avoir pris le temps dans un agenda un peu bousculé pour se poser et être de l'autre côté du micro parce que finalement, c'est pas si fréquent. Bien, en tout cas, un grand merci à toi et puis surtout bravo, parce que tu t'en sors, remarquablement et j'ai vraiment apprécié cet entretien. On n'a pas vu le temps passer Bon, et écoute, donc merci, sans parler de la pression que ça représentait face au roi du micro. Donc, merci de tout cœur, merci pour les enfants et les artisans de l'automobile, puisque c'était évidemment également le petit clin d'œil cohérent pour nous. À très bientôt avec joie. Bonne route avec cette Ford.